Alors, Madame la Ministre, je vous le demande, est-ce une façon pour votre gouvernement de cadenasser le débat scientifique? De quoi avez-vous peur? Vos propos outranciers tenus à l'égard de notre méritant collègue Alain Houpert, médecin, dans l'hebdomadaire L'Express, nous démontrent, s'il en était besoin, les véritables motivations du gouvernement poursuivies à travers ce texte. Discréditer, museler et punir tous ceux qui osent émettre un avis différent du vôtre. Durant la crise du Covid-19, au cours de laquelle bon nombre de certitudes scientifiques sur lesquelles nos dirigeants se sont appuyés ont été démenties quelques mois plus tard, alors même que certains médecins et scientifiques qui défendaient une voie différente de celle du gouvernement se sont fait discréditer, censurer, persécuter afin de faire croire à un consensus scientifique qui a en fait jamais existé. Avant de s'engager dans de nouvelles lois visant à restreindre les libertés individuelles de santé, le gouvernement serait bien inspiré de tirer les leçons de toutes les atteintes aux droits fondamentaux qui ont été commises ces dernières années au nom du Covid-19. Tel qu'il est rédigé, aucun lanceur d'alerte ne pourra dénoncer les scandales de la dépakine, des opioïdes, du Mediator et de bien d'autres traitements toxiques. J'attire également l'attention sur un effet pervers de ce texte concernant les médecines dites conventionnelles, telles que l'acupuncture ou l'ostéopathie ou l'hypnose, alors qu'elles sont pratiquées par des médecins généralistes en ville ou à l'hôpital et prises en charge par la sécurité sociale. D'ailleurs, le principal syndicat des médecins libéraux s'est clairement positionné contre l'article 4 qui, pour eux, compromet directement la pratique de la médecine par des médecins disposant d'une expertise particulière. Ainsi, les discours tenus dans le cadre d'un collectif ou en ligne sont le plus souvent en dehors du champ de cette incrimination. De plus, certains médecins déviants échappent eux aussi à cette qualification en raison de leur situation régulière d'exercice. En effet, l'article 4 de ce projet de loi prévoit de punir d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, je cite, « la provocation à abandonner ou à s'abstenir de poursuivre un traitement médical thérapeutique prophylactique lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu'il est en l'état des connaissances médicales manifestement susceptible d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique ». Que recouvre cette notion de provocation à s'abstenir de suivre? De même, que recouvre la notion en l'état des connaissances médicales? Lesquelles? Celles des laboratoires pharmaceutiques, alors même que la balance bénéfice-risque peut varier largement dans le temps. Rappelons-nous des péripéties du vaccin AstraZeneca, d'abord recommandé pour tous malgré les mises en garde de certaines voix dissonantes, avant d'être ensuite réservé à certaines catégories, puis d'être finalement complètement retiré. À travers cet exemple, on voit là toute la difficulté de demander au juge pénal de condamner les prises de position scientifiques, car ce qui apparaît vrai scientifiquement aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Cette notion d'état des connaissances médicales est ainsi beaucoup trop vague et sujette à interprétation pouvant conduire à qualifier de dérive sectaire toute opposition personnelle à un traitement médical, quel que soit le contexte et les motivations personnelles. Inversement, des pratiques médicales complémentaires, dont de nombreuses sont officiellement reconnues dans d'autres pays, pourraient être non seulement discréditées, mais même criminalisées. Le syndicat des médecins libéraux s'est d'ailleurs ému des risques de dérive graves de ce texte. Et que dire de tous les lanceurs d'alerte, dont la vigilance et la ténacité ont pourtant permis de dénoncer des scandales sanitaires qui ont émaillé l'histoire de notre pays et de stopper des prescriptions thérapeutiques délétères pour la santé des citoyens. Distilbène, Mediator, Vioxx, Dépakine, statine, Levothyrox, prothèse mammaire PIP. Tous ces scandales ont été révélés par les patients victimes ou leurs familles. Aurait-il eu le courage de le faire face à la menace d'un emprisonnement ou d'une peine d'amende? Rien n'est moins sûr. Qui, en dehors du médecin et de son patient, peut décider qu'un traitement est manifestement susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la santé physique ou mentale des personnes concernées? Et après, quelle sera la prochaine étape? Renoncer au secret médical? Où placerez-vous la limite? À travers ce texte, c'est le retour en force de l'État nounou qui décide pour nous de ce qui est vrai ou faux, de ce qui est bon ou pas pour notre santé, et même de ce qui peut être dit ou pas. Les citoyens sont-ils trop stupides
pour être capables de se forger une opinion par eux-mêmes. En effet, il est inquiétant que le gouvernement, au mépris des principes fondamentaux du droit et de la mise en garde du Conseil d'État, veuille passer en force. Son avis est pourtant explicite. Il s'agit ni plus ni moins d'une remise en cause de la liberté des débats scientifiques, du rôle des lanceurs d'alerte et d'une atteinte générale à la liberté d'expression inscrite dans l'article 11 de la Déclaration de 1789. Enfin, j'ai échangé longuement sur ce texte avec le chef des services psychiatriques aux hôpitaux de Strasbourg, qui est également vice-président du CUMIC, le Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires. Comme nombre de ses confrères, il regrette la position idéologique rétrograde et isolée de la France en Europe et même au plan international. Ainsi, loin de protéger les Français sur les dérives sectaires, cet article pourrait bien les priver de soins reconnus et accessibles partout ailleurs.